Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau de hors normes installé au cœur de l'Eurométropole à Strasbourg pour ces Facebook Live initiés par la collectivité et mis en place déjà depuis 5 thématiques. C'est la 5e aujourd'hui, il y en aura une 6e, je vous l'annoncerai tout à l'heure. Nous recevons aujourd'hui Madame Chevalier qui est préfète de la région Grand Est et préfète du Bas-Rhin. Robert Herman, président de l'Eurométropole, bonjour. Bonjour. Madame Chevalier, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Robert Herman, vous avez souhaité ces initiatives prises sur Facebook Live. On le sait, elles sont très suivies. Plusieurs dizaines de milliers de personnes regardent ces vidéos en direct ou en différé sur les différentes pages sur lesquelles elles sont disponibles. Est-ce qu'on peut revenir sur la mobilisation de l'Eurométropole lors de cette période de crise sanitaire en quelques mots, parce qu'on a vu plusieurs thématiques. Il y en aura une 6e. On travaille d'abord, je dois le dire, et saluer Madame la préfète, lui dire qu'on est heureux et très honoré de sa présence aujourd'hui, et puis que ça fait du bien de se voir de visu, parce qu'on est en audio plusieurs fois par semaine, ouais. Et c'est un exercice qui est à la limite dans l'expression de la convivialité, en tout cas. Et donc, la métropole, elle joue sur ses compétences, je veux dire, principalement liées au transport, au soutien à l'économie. Elle n'a pas, vous le savez, en charge les écoles et je veux dire qu'on se partage en quelque sorte ces compétences. Nous essayons de le faire le mieux possible, en lien et en coordination avec les autorités, et en particulier avec Madame la préfète, et de faire que, je veux dire, nos concitoyens se sentent dans cette crise accompagnés, soutenus, aidés autant que faire se peut, mais je n'ai pas, moi, la compétence qu'a eu Madame la préfète en lien avec l'ARS, je veux dire, de traiter des aspects médicaux et de tout ce qui va avec, ce qui était l'élément essentiel, évidemment, pour nos concitoyens. Et donc, je vais me taire, parce que le temps est destiné à Madame Chevalier et pas à la métropole, et c'est ainsi qu'on a prévu l'émission. Moi, je voudrais ici témoigner, je veux dire, d'une mobilisation extraordinaire des services de l'État, sous l'autorité de Madame la préfète, de dire que nous avons eu, chaque fois que cela était nécessaire, l'occasion de pouvoir parler, être accompagné et obtenir des décisions. Il y a eu de nombreux débats, il y a eu de nombreuses discussions, mais tout est fait dans le sens de l'intérêt général. Je veux le dire, je veux en témoigner pour remercier Madame la préfète de sa présence, mais aussi de son action pendant cette période extrêmement difficile et à la veille, je veux dire, d'un passage de temps qui est un passage qui n'est pas du tout anodin, mais dont on va parler maintenant. C'est pour ça qu'on reçoit Mme Chevalier à quelques heures de la fin du confinement. Jeune Chevalier, rebonjour. Donc vous avez 62 ans, vous êtes originaire de l'Isère, vous avez fait une carrière tout entière au sein de l'administration publique. Votre carrière préfectorale proprement dite a commencé dans le Tarn, elle s'est poursuivie dans les Pyrénées-Orientales, en Essonne et en Corse, où vous étiez jusqu'en mi-janvier 2020. Vous êtes arrivé à Strasbourg, donc il y a 4 mois. Et sans doute, quand vous êtes arrivé, ou juste avant, ou juste au moment où vous avez appris votre nomination, peut-être ne saviez-vous pas, vous n'imaginiez pas tout ce que vous alliez avoir à vivre sur ce domaine spécifique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire cette crise sanitaire. Je voudrais qu'on revienne, qu'on prenne un petit peu de temps pour revenir sur la période de confinement et dans la manière dont elle s'est déroulée localement. Alors bien entendu, on va beaucoup parler de ce qui va se passer à partir de demain, on est là pour ça, mais ce n'est pas inutile à ce stade de se rappeler de ce qui s'est passé depuis 2 bons mois. Tout d'abord, je voudrais remercier Robert Herman, le président de l'Eurométropole de Strasbourg, de cette initiative qui nous permet ce contact direct avec les internautes, et c'est tout à fait indispensable dans la phase qui va s'ouvrir. On me permettrait tout d'abord d'avoir une pensée émue pour toutes les familles qui ont été endeuillées. Près de 1000 personnes sont décédées dans le Bas-Rhin. Et j'ai envie de dire aux internautes que c'est très bien d'applaudir les soignants à 20h, mais le meilleur respect qu'on leur doit, qu'on va leur devoir, c'est effectivement de se comporter en citoyen responsable dans cette phase extrêmement difficile qui s'ouvre. La phase aiguë, vous l'avez évoqué, Robert Herman l'a cité aussi. Nous avons su la gérer parce que nous avons su faire bloc.
C'est l'esprit du Grand Est que j'ai découvert à mon arrivée. Je n'ai eu que 3 semaines de vie administrative normale, puisque effectivement depuis début mars, mon agenda est guidé par le coronavirus. Et donc, si nous avons pu passer cette phase difficile où nous étions dans l'inconnu, dans l'instabilité, c'est parce qu'à tous les niveaux, nous avons fait bloc. Les collectivités ont été à nos côtés. Cela a été un soutien sans faille. Effectivement, c'est à l'État qu'il revient, dans le cadre de ses missions régaliennes, de gérer la crise, mais l'État ne peut pas gérer seul. Là, nous avons eu un soutien très fort du conseil départemental, de l'Eurométropole de Strasbourg, de la ville de Strasbourg, de l'association des maires, du conseil régional. Aucun soutien nous a manqué, et c'est ce qui nous a permis de prendre les meilleures décisions dans la discussion, puisque moi j'ai un rôle parfois difficile, c'est celui de décider en disant non, même si parfois les décisions ne sont pas toujours comprises. Moi j'ai un souci qui me guide systématiquement, parce que si je suis une préfète, je suis aussi une mère et une grand-mère. Et mon souci, c'est de protéger. Et cela a été mon fil conducteur dans mes décisions, protéger nos concitoyens dans une phase, je le redis, où on avançait sans toujours avoir des informations suffisamment précises sur l'évolution de ce virus, mais nous l'avons fait dans un esprit extrêmement positif. Et c'est cet esprit, j'en suis certaine, qui va nous permettre de poursuivre et d'ouvrir cette nouvelle étape ensemble. Toujours sur les 2 mois qui viennent de passer, si, sur l'échelle du bon respect du confinement, vous donnez quelle note? De 1 à 10? De 1 à 10, je dirais 8 sur 10. Les gens, globalement, ont bien respecté. C'est un effort énorme qu'on a demandé aux personnes. Bien sûr. Et en particulier les personnes âgées. Les personnes âgées ont été très malmenées. C'est une violence en direction des personnes âgées, qu'elles soient en EHPAD ou qu'elles soient à domicile. Les priver de leurs petits-enfants, j'en sais quelque chose. C'est quelque chose de très difficile et je crois maintenant, si on doit protéger en premier lieu des personnes, ce sont celles-là qu'il faut protéger. Je prenais l'exemple il y a quelques jours des grandes surfaces, leur réserver un créneau spécifique pour que les personnes âgées puissent aller et venir en sécurité, mais qu'elles continuent à se protéger, mais c'est sans doute elles qui ont le plus souffert de cette privation de liberté, il faut bien le dire. Mais globalement, les gens ont compris que cette décision était une décision pour les protéger. Alors, on va faire un point particulier sur la situation sanitaire aujourd'hui, à quelques heures du début du déconfinement, et on en parlera. L'Alsace tout entière, comme la région Grand Est d'ailleurs, ainsi que la région Bourgogne-Franche-Comté et la région Île-de-France, mais en tout cas, pour parler de l'Alsace, elle est dans cette zone rouge qui frappe la vue quand on regarde les cartes à la télévision. Hein. La France est coupée en 2 dans une diagonale vert-rouge. Nous sommes évidemment dans la zone rouge, nous y serons encore demain et sans doute encore pour quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les critères qui président à l'attribution de cette couleur ? Alors pour le moment, il y a 2 critères. Il y a le critère de circulation du virus, première carte. Là on est bien là, sur on est en vert. On est en vert. Et le deuxième critère, c'est celui des tensions hospitalières. Alors même si la situation s'est améliorée, puisque on regarde les chiffres au jour le jour, et si on prend le cas du centre hospitalier universitaire de Strasbourg, qui est l'établissement le plus important, hier au soir, nous étions à 59 personnes en réanimation. 59 à rapporter à la phase aiguë où il y avait 210 personnes en réanimation. Donc la situation s'est améliorée
Néanmoins, il faudrait qu'on puisse revenir à la situation initiale de 70, mais 70 y compris les personnes hors Covid. Donc nous en sommes loin, puisqu'effectivement il y a un certain nombre de personnes qui ont été privées de soins, qui maintenant reviennent à l'hôpital. Donc le département, mais également la région, restent en tension. Néanmoins, attention à cette couleur qui ne doit pas être stigmatisante. On est en rouge, ce n'est pas parce qu'on est de mauvais élèves. On est en rouge parce que l'épicentre de l'épidémie était dans le Haut-Rhin, donc proche. Et il ne faudrait pas qu'on soit pointé du doigt, je le dis, ni que les habitants soient pointés du doigt parce qu'ils n'auraient pas respecté le confinement. Ils l'ont très bien respecté globalement. Et donc, c'est surtout une vigilance qu'il faut voir à travers cette carte. Et absolument pas une stigmatisation, puisque dans la phase qui s'ouvre, l'économie va reprendre. Début juin, si tout s'est bien passé pendant la phase de déconfinement, d'autres commerces vont ouvrir. Et il faut que le Grand Est redevienne une destination touristique. Alors, je le dis vraiment avec beaucoup de conviction, attention à la manière dont on présente cette couleur rouge. Alors j'ai ici une petite tablette qui fait la liaison entre le plateau et ma bouche qui ne sert qu'à transmettre les questions dans ce cas-là, et toutes les questions posées par les internautes. On en a eu plein, on en a eu des centaines hier, y compris à Madame la rectrice d'académie qui était là hier, mais qui portait plus sur des questions relatives à votre responsabilité vous-même personnelle, Madame la préfète, administrative, et qu'on a déporté sur aujourd'hui. Alors il y a plein de gens qui nous posent plein de questions, on va essayer de les regrouper bien entendu. Il y en a une qui revient. Quand est-ce qu'on va passer en zone verte? Et ça, vous ne pouvez pas y répondre. Je le redis ici, quand les tensions hospitalières seront moindres. Donc, je ne sais pas ce que donnera la courbe. En tous les cas, il y a une clause de rendez-vous début juin. C'est là où on verra si la situation hospitalière a évolué positivement, puisque en fait, il suffit qu'une carte sur les deux soit rouge pour qu'on soit classé en rouge. Et il y aura un troisième indicateur qui va être suivi, c'est celui des tests. Puisque dans la stratégie de prévention, pour accompagner le déconfinement, il y a une stratégie qui démarre par les tests des personnes qui présentent des symptômes. Et là, je dois le dire, le Bas-Rhin a une capacité de test qui est considérable, puisqu'il y a une capacité de 8000 tests par jour, voire même un petit peu plus, pour les personnes qui seraient symptomatiques. Donc c'est une capacité qui est très, très importante, et c'est un indicateur qui va être pris en compte à partir de demain jusqu'au début juin, où là, une clause de rendez-vous est fixée pour faire un point précis sur l'évolution donc sanitaire et voir si les règles barrières ont bien été respectées pendant ces 15 jours qui sont devant nous. Alors, bien entendu, d'autres questions sur ce qui va changer à partir de demain sont à profusion aussi. L'une d'entre elles, il est facile d'y répondre parce que la réponse est maintenant connue. Les conditions de déplacement individuel, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y revenir, c'est ce que je vous demande de faire. Donc, les déplacements individuels. Exit, fini la fameuse auto-autorisation, ce qui est une première pour tout le monde. Hein. J'aurais jamais pensé personnellement avoir un jour à me signer un papier pour sortir volontairement de chez moi, mais enfin bon, c'est comme ça c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe d'autre au niveau des déplacements individuels? Il y a la règle des 100 km. Oui. Donc jusqu'à 100 km, il n'y a plus besoin d'attestation. À partir de 100 km, si c'est hors département, parce que si c'est à l'intérieur du département, cette règle des 100 km ne s'applique pas. C'est-à-dire on peut circuler librement à l'intérieur de son département. On peut faire plus de 100 km à l'intérieur? À l'intérieur du département, puisqu'effectivement, pour aller d'un bout à l'autre, ça peut faire plus de 100 km. Pour sortir du département, si c'est plus de 100 km, il faut là retélécharger une attestation sur l'honneur. Si c'est professionnel, il suffit de fournir l'attestation professionnelle, puisque là, les déplacements sont tout à fait autorisés. Après, il y a ce qu'on appelle les nécessités familiales impérieuses, c'est-à-dire le décès d'une personne dans sa famille ou
devoir aller s'occuper d'une personne âgée, de sa famille, qu'on n'a pas vue depuis longtemps, puisqu'effectivement le confinement empêchait d'aller voir les personnes vulnérables. Donc ça, c'est un deuxième motif. Donc après, il peut y avoir des cas de figure qu'on n'aurait pas prévus, mais à chaque fois, ce sera une appréciation avec discernement, une analyse de la demande de la personne. Pour être très concret, c'est une question qui tombe là. Je suis strasbourgeois, j'ai besoin d'aller à Colmar. Ça fait moins de 100 km, mais je ne suis pas dans le Bas-Rhin. Qu'est-ce qui se passe ? Si ça fait moins de 100 km, c'est tout à fait possible. Donc sans autorisation, on peut aller sans autorisation, la règle des 100 km sera... je veux dire, le Haut-Rhin est notre voisin. D'accord. Donc voilà, pas besoin d'autorisation pour aller à Colmar. Par contre, comme on est en Alsace, on cherche toujours la petite bête. Entre Mulhouse et Strasbourg, on est limite des 100 km, c'est à vol d'oiseau. Donc là, vol d'oiseau, c'est à vol d'oiseau que c'est apprécié cette distance. D'accord. À vol d'oiseau, cela a été dit plusieurs fois, puisqu'effectivement, c'est une question logiquement qu'on pouvait se poser. D'accord, mais ce sont des questions que posent les internautes. Hein. C'est normal, c'est très concret. Mais la limite, c'est de ne pas aller vers l'Allemagne quand même en ce moment. Oui, alors ça c'était une question aussi. Merci Robert de m'y faire penser parce que j'avais prévu de la poser plus tard, mais là on est en plein dedans. Alors là, si vous saviez le nombre de questions qu'on a eues en 5 plateaux, y compris donc hors sujet, hors contexte, de gens qui lui disent quand est-ce que la frontière avec l'Allemagne et la Suisse, parce que nous sommes aussi beaucoup regardés via Facebook dans le Haut-Rhin évidemment, quand est-ce que les frontières vont être ouvertes? Là aussi ça ne dépend pas, j'imagine, totalement de vous. Alors, il y a une discussion au plus haut niveau de l'État, puisque le président de la République s'est entretenu très récemment avec la chancelière. Et donc, le souci commun, c'est de réouvrir les frontières le plus rapidement possible. Donc, les discussions sont engagées au plus haut niveau. La secrétaire d'État aux Affaires européennes, Madame de Montchalin, organise très régulièrement des audioconférences avec nous pour voir comment faire avancer ce dialogue. C'est vrai que les frontières ont été fermées il y a plusieurs semaines, pas de notre fait, vous le savez bien. C'était une décision unilatérale de l'Allemagne qu'on a regrettée, mais depuis, on sait aussi ce qu'on doit à l'Allemagne qui a accueilli, au titre de la solidarité transfrontalière, nombre de nos malades. Et maintenant, c'est plutôt de la reconnaissance que nous avons envers les pays transfrontaliers, mais ce travail se fait au plus haut niveau et j'espère qu'on aura rapidement des décisions de réouverture. Je suis allée moi-même sur le pont de l'Europe, qui est quand même le symbole du projet européen. Hautement symbolique. Hautement symbolique. J'ai pu y rencontrer d'ailleurs un policier allemand qui effectuait un contrôle conjoint avec les policiers français, puisqu'il a été décidé à ma demande qu'il y ait des contrôles conjoints pour que ces contrôles se passent le mieux possible. Et il m'a dit, vous savez, l'Europe, moi, je l'ai dans mon cœur. Et que ce soit un policier allemand qui nous dise ça, je dois dire que ça nous a fait beaucoup de bien. Donc on espère vraiment que tout ça va évoluer positivement. Les travailleurs transfrontaliers, il n'y a pas de souci. Les parents qui sont en mode de garde alterné non plus. Il y a des solutions assez concrètes qui ont pu être trouvées. Mais c'est vrai qu'on espère tous la levée du contrôle aux frontières le plus vite possible. Nous sommes dans le même bassin de vie. Enfin, c'est évident, quand on est à Strasbourg, on est à un quart d'heure de l'Allemagne et peut-être que ce n'est pas toujours perçu de cette manière-là au niveau national, parce qu'il faut vivre ici pour se rendre compte que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. À vous écouter, j'ai le sentiment que ça ne va pas tarder, mais c'est peut-être qu'un sentiment personnel. Je l'espère. Je fais remonter cette demande très, très régulièrement. Je l'ai encore fait remonter ce week-end, pour tout vous dire, puisqu'on venait d'avoir un échange avec les parlementaires du Bas-Rhin qui relaient aussi les demandes de leurs concitoyens. Et je sais que de leur côté aussi, ils font remonter cette demande. J'ai une écoute et j'espère que cela va se concrétiser rapidement.
Alors, on va faire très vite sur la réouverture des établissements scolaires. On en a parlé hier pendant très longtemps avec la rectrice d'académie. Donc, le choix a été fait. Puisque nous sommes dans zone rouge, on rappelle que les collèges n'ouvriront pas. Les lycées, ça va être beaucoup plus tardif. C'est essentiellement le primaire là, qui occupe tous les esprits et qui aussi concentre toutes les angoisses. On l'a vu hier, les angoisses des parents, même les angoisses des enfants, même si elles ne sont pas exprimées, et des enseignants, évidemment, des personnels. Simplement, votre sentiment, je ne vais pas vous demander de commenter ces mesures, puisqu'on l'a déjà fait, mais votre sentiment personnel, vous avez bon espoir sur cette rentrée scolaire Moi j'ai bon espoir, parce que cela rejoint le dialogue de confiance que nous avons eu avec tous les élus. Et je me suis personnellement rendue dans une école de l'Eurométropole de Strasbourg, où j'ai pu constater le travail remarquable qui a été fait par l'équipe municipale et par la communauté éducative. Tout a été pris en compte et je dois dire que le guide qui a été un peu décrié, le protocole sanitaire, eh bien, dans cette commune, on a même trouvé des astuces qui n'étaient pas prévues dans ce protocole, en donnant un crochet aux élèves pour ouvrir les portes. Plutôt que de se poser la question de faut-il laisser les portes ouvertes, etc. Et des astuces très concrètes, c'est ce que j'appelle l'intelligence des territoires. Et je crois que quand on fait confiance aux élus, à l'éducation nationale qui est énormément investie, à la communauté éducative de proximité, on peut trouver les solutions et il faut effectivement associer les parents, leur montrer, mais très concrètement, la manière dont les locaux ont été nettoyés, ce qu'on a prévu pour les récréations. Par exemple, les jeux pour enfants, les toboggans qui ne peuvent pas être nettoyés très facilement, eh bien, ils seront fermés. Il y aura des barrières. Donc, chaque temps de l'école a été pensé pour répondre aux conditions sanitaires. Donc moi, j'ai vraiment confiance dans ce qui va se passer. Je sais que chacun a l'esprit de responsabilité, mais il est très important de reprendre l'école, notamment, la rectrice a dû bien évidemment le dire, pour les enfants qui n'ont pas bénéficié de cette continuité éducative, ce qu'on appelle les décrocheurs. Pour eux, c'est essentiel. On ne va pas attendre la rentrée scolaire de septembre pour leur redonner les bases pédagogiques nécessaires. Non, un mot, si vous m'autorisez, mais il n'y aura pas de rentrée économique s'il n'y a pas de rentrée scolaire. Et derrière, il y a évidemment le drame social, je veux dire, qui guette. Et par conséquent, je veux dire, les conditions ont été réunies, je veux dire, tout cela ne se fait pas au hasard, mais les choses sont liées. Transport, économie, éducation nationale, je veux dire, tout cela marche pleinement ensemble. Un mot sur la réouverture des commerces, hors commerces qui resteront fermés, je pense au cinéma, des commerces aussi, hein, et aux restaurants, évidemment, qui posent de gros problèmes, mais qu'on n'abordera pas ici parce qu'il faut encore attendre un peu. On a des remarques et des questions qui disent, mais pourquoi ne pas rendre le port du masque obligatoire dans les commerces aussi ? Alors, le port du masque est obligatoire dans les transports. Dans les transports en commun. J'en profite pour dire que nous avons livré 180 000 masques à M. Herman, si j'ose dire, si je fais un résumé. Je ne dis pas ça parce que je vais avoir des demandes d'appel. Voilà. Non, mais qu'est-ce que vous en avez fait, M. Herman, de tous ces masques ? Dites-nous. Bon, alors voilà, à la CTS, mais je dis M. Herman en tant qu'autorité organisatrice des mobilités, puisque c'était un engagement de M. Djebari de livrer des masques pour les transports, enfin les trams, afin que les transports redémarrent dans des conditions de sécurité maximum, parce qu'on sait que le premier jour, peut-être que les gens n'auront pas pu se procurer un masque, donc on va assurer ce relais par cette dotation en masques qui est arrivée hier. Et donc c'est la CTS qui est bénéficiaire donc, de sur les commerces alors. Alors sur les commerces, je reviens sur les commerces. Moi juste à vous remercier, parce que j'ai découvert ça tout à l'heure, parce que jusqu'à hier, vous n'étiez pas sûr que les masques arrivent, mais c'est une très belle nouvelle et on vous en remercie. Ils sont arrivés en temps et en heure. Pour les commerces, c'est le commerçant qui fait le choix d'accepter ou pas la personne qui a un masque.
Moi, ce que je recommande personnellement, c'est de demander le port du masque, puisqu'on sait très bien que dans les commerces, en particulier les grandes et moyennes surfaces, c'est là qu'il y a un risque. Donc moi, ce que je recommande, c'est effectivement qu'il y ait ce port du masque qui soit rendu obligatoire, mais par le responsable de la structure. Je crois que chacun a une responsabilité aussi par rapport à cette situation sanitaire et c'est ma conviction, c'est ma recommandation. Après, effectivement, il faut avoir la possibilité pour les personnes qui n'auraient pas de masque de leur en fournir. Voilà. Pour les personnes vulnérables, l'État a aussi une dotation pour que les personnes vulnérables soient prises en compte. Voilà, donc a priori, il n'y a pas de raison d'aller faire ses courses sans porter un masque. Dans les grandes et moyennes surfaces ou même dans les petits commerces où il y a un espace plus confiné, moi, ma recommandation, c'est celle-ci, mais je n'ai pas le pouvoir de la rendre obligatoire. Les rassemblements de personnes limités à 10, c'est ça ? C'est tout à fait ça dans la sphère publique et dans la sphère privée, puisque on ne peut pas séparer les personnes. Une personne, elle vit quand elle va faire ses courses, quand elle travaille dans un espace public ou semi-public, et quand elle est chez elle, elle ne peut pas faire une grande fête familiale qui, effectivement, contreviendrait à ce principe. C'est vraiment 10 personnes, sphère publique et privée. Bah, il veut dire que je peux inviter, si je suis en couple, je peux inviter 8 personnes à la maison maximum. On peut dire ça comme ça dépend aussi de la composition de votre logement, de votre appartement. Ben, je crois qu'après, il faut beaucoup de discernement et avoir surtout intégré l'esprit des mesures barrières. Moi, je ne cesserai de répéter, je demande aux médias de relayer avec force ce message, les mesures barrières. Et la première mesure barrière n'est pas le masque. La première mesure barrière est la distanciation physique. Ensuite, l'hygiène des mains et le masque étant évidemment un équipement de protection supplémentaire. Ou, par exemple, dans les transports, là où on sait qu'il y a plus de promiscuité, bien évidemment, il faut porter un masque. Ben là, c'est l'obligation. C'est l'obligation. L'obligation administrative est présente dans les transports. Très clairement posée. Très clairement posée. Et si vous m'autorisez, de ne pas mettre de gants, parce que les gants sont des éléments de prolifération extraordinaire du virus. Et non seulement ça ne sert à rien, mais c'est contre-performant. D'accord. Il vaut mieux se laver les mains régulièrement et plutôt que mettre des gants auxquels on ne fait plus attention et qu'on met partout. Alors, bonne solution. On a un nombre incroyable, Madame Chevalier, on a un nombre incroyable de questions qui concernent les espaces verts. Évidemment, les gens sortent de 2 mois de confinement, donc ils sont avides de verre. Il y en a une qui est très provocante. Quelqu'un qui nous dit habiter à côté du parc de l'Orangerie, qui est donc très content pour son meilleur ami, qui est aussi son voisin de palier, si j'ai bien compris, qui va pouvoir aller jouer au golf de la Vansenau enfin lundi, alors que lui, cette personne qui nous écrit, ne pourra pas aller se promener dans les allées du parc de l'Orangerie. Et ça le rend un peu furieux. Alors, il y a des règles qui sont fixées au niveau national selon la classification du département. Quand on est préfet, on applique les règles. On essaie aussi, bien sûr, de les expliquer. Alors, pourquoi les parcs et jardins ont été fermés ? Il faut revenir à l'historique. Y compris le petit jardin public qui est au pied de chez soi, donc on est bien d'accord. Oui, parce que dans le petit jardin public, il peut y avoir des équipements qui ne peuvent pas être nettoyés régulièrement, comme dans une école. Et puis, il y avait beaucoup d'attroupements familiaux dans les parcs et jardins. On voyait les images à la télévision, y compris à Strasbourg. Nous avons pu le constater. Moi, j'ai accès aux images aussi de vidéoprotection. On voyait que les gens étaient quand même très largement regroupés dans ces espaces. Voilà, et pas seulement à Strasbourg, alors qu'on était déjà en période d'épidémie. Donc là, il faut vraiment que les gens comprennent que quand on limite à 10 personnes, on ne peut pas réouvrir les parcs et jardins. Et un regroupement de 10 personnes, c'est aussi, dans ce cadre-là, respecter les mesures de distanciation physique.
Alors moi, je ne joue pas au golf, mais les golfeurs sont quand même à une distance énorme. Donc c'est sans doute ce qui explique cette différence. Ce n'est pas du tout par rapport à une catégorie sociale, parce que je vois bien ce qu'il y a derrière la question. Mais c'est vraiment toujours dans ce souci de protection, éviter les rassemblements en proximité et dans les parcs et jardins, et j'allais même dire plus le jardin est petit, plus même s'il est au pied de chez soi, plus il peut y avoir des regroupements importants. Donc par contre, on a aussi beaucoup de questions sur les forêts en dehors des agglomérations. Là, vous confirmez bien qu'elles sont de nouveau autorisées, on peut aller faire du VTT, on peut s'y promener à pied. Les forêts sont ouvertes. Sans problème. Sont ouvertes, mais bien sûr, évidemment, là aussi, on respecte toujours les... Oui, bien entendu. Voilà. Mais elles sont ouvertes, les forêts. On n'y va pas en colonie de vacances ou en... Voilà, exactement. Les sorties du club vosgien de plus de 10 personnes sont interdites. Faites bien de le préciser. Voilà, non mais c'est... Voilà, mais ça répond à des questions. Parce que quand on parle peut-être de situations un peu atypiques. Hein. On en a eu des situations atypiques, y compris de regroupements dans la forêt de 15 personnes. Non, en période de confinement, il n'était pas autorisé, même en forêt, à faire la fête avec 15 personnes sans forcément se préoccuper des gestes barrières. Et ça répond donc à une question qui vient de tomber tout à fait par miracle là, juste au même moment. Donc, on confirme donc bien, les éducateurs sportifs de plein air, guides de pêche, guides de montagne, randonnée ou nature, peuvent exercer leur activité professionnelle dès demain, à condition qu'avec leur groupe, ils ne dépassent, eux-mêmes plus le groupe, ne dépasse pas 10 personnes. C'est le sport individuel qui est autorisé. Voilà. Au-dessus de 10, ils sont... Au-dessus de 10, ça coûte 135 et à euros plus forte raison, quand on est dans une salle confinée, ce n'est plus possible. Les sports de combat sont aussi interdits, et on comprend très bien, quand on parle de distanciation physique, évidemment, enfin, c'est un peu des mesures de bon sens quand même, voilà. Je crois que c'est toujours la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la logique de tout ça. Et la logique de tout ça, c'est être capable d'assurer cette distanciation physique. J'ai une question d'un chirurgien libéral à Strasbourg. Pourquoi ne pouvons-nous pas opérer nos patients en attente de soins depuis 2 mois ? En Île-de-France, plusieurs cliniques et centres hospitaliers reprennent. Dans le Grand Est, nous sommes bloqués. Nos patients attendent d'être opérés. Point d'exclamation. Je vous l'ai lu exactement comme elle est proposée. Depuis quelque temps, il est quand même bien rappelé, notamment par l'assurance maladie, etc., que les gens doivent pouvoir recommencer à se faire soigner. Vous savez, il y avait une crainte d'aller à l'hôpital, etc. Et puis, il y a eu les déprogrammations d'opérations. Là, bon, c'est plutôt une question qui relève de l'Agence régionale de santé, qu'on transmettra pour être certain d'apporter la réponse la plus juste possible. Mais a priori, les personnes qui veulent se faire soigner maintenant le peuvent. Et au contraire, parce que quand on n'a pas pu aller chez son dentiste, on peut avoir souffert et il faut pouvoir retourner chez son médecin. C'est même plutôt recommandé, chez son dentiste, enfin c'est plutôt recommandé. Et puis une question très technique aussi, posée par une fleuriste. Certains de nos fournisseurs nombreux sont en Allemagne. Avons-nous le droit d'y aller pour nous approvisionner ? Là, on est dans le cadre professionnel. Oui ou non ? Tout ce qui est relations économiques a pu continuer. Les transports de marchandises, fort heureusement, n'ont pas été interdits, même dans le cadre du contrôle aux frontières. Moi, quand je suis allée assister à ce contrôle, il y avait énormément de poids lourds, de livraisons, parce que la vie économique a continué. Le gouvernement n'a jamais, d'ailleurs, même en période de confinement, fait le choix de distinguer les activités essentielles et celles qui ne le sont pas. Puisque vous l'avez d'ailleurs mentionné, ou M. Herman l'a mentionné, on voit bien que tout est interdépendant au niveau de l'économie. Et au niveau de la vie tout court, si l'économie ne reprend pas, on voit dans quelle catastrophe même sanitaire, on peut se trouver. Si l'école ne reprend pas, les personnes ne pourront pas aller travailler. Si les modes de garde n'ouvrent pas pour les moins de 3 ans, eh bien les parents ne pourront pas aller travailler. Donc c'est un tout. C'est un tout. Et l'activité économique doit reprendre. J'irai moi-même
demain matin, voir comment reprend un grand chantier emblématique de l'Eurométropole de Strasbourg. On voit tout à fait duquel il peut s'agir, pour voir justement sur un grand chantier comment on a appliqué les mesures. Donc les échanges avec l'Allemagne, bien sûr, mais ont toujours pu Donc se la dite faire. fleuriste a toujours pu, elle, prendre sa camionnette pour aller chercher des fleurs en Allemagne. Oui, et sauf qu'il fallait. Manifestement, elle ne le savait pas. Sauf qu'ici, il fallait que le commerce soit ouvert. Oui, il fallait que son commerce Voilà, soit ouvert, et bien c'était entendu. les commerces alimentaires qui étaient ouverts. Donc voilà le sujet. Donc apparemment, la réponse est oui, sans problème, vous pouvez aller, madame, chercher vos fleurs en Allemagne à partir de demain. On va passer aux tests, si vous voulez bien, parce que là aussi, on a beaucoup de questions. Certaines avaient déjà été posées hier. Ces questions sont souvent relatives à l'école. Et alors, j'ai essayé de les regrouper, parce que sinon, on en avait pour 3 heures. Mais il y en a eu, voilà, j'ai regroupé sous cette forme-là. Pourquoi avoir décidé de ne pas tester les élèves et leurs familles proches, ainsi que les enseignants concernés, avant la reprise des cours ? Cela se fait dans plusieurs pays étrangers. Les chiffres publiés hier, notamment dans le quotidien local, font apparaître que nous avons au moins en Alsace une capacité de test plus que suffisante pour le faire, vous l'avez confirmé tout à l'heure. Des tests positifs déboucheraient sur des soins et une mise en quatorzaine, on va y venir aussi. Et les cours pourraient reprendre sereinement avec des élèves et des enseignants non contaminés et donc non contaminants. Et bien entendu, l'actualité qui est malicieuse, si on peut dire, nous a prouvé hier, dans la Vienne, dans zone verte, un mini-cluster s'est déclaré notamment dans un collège où il y avait une réunion de pré-rentrée, pré-rentrée donc, et 4 enseignants ont reçu le test, enfin ont été contaminés, et le test a prouvé qu'ils étaient contaminés par le Covid-19. La question donc de cette personne est pourquoi ne pas avoir imaginé qu'avant cette rentrée scolaire, on pouvait tester les élèves, les enseignants, les personnels éventuellement de l'école, de façon à être au moins sûr que bien sûr, il faut renouveler ces tests après, mais que pour cette rentrée, ils ne sont pas ni contaminés ni contaminants. Alors, le gouvernement a pris ces décisions après l'avis d'un conseil scientifique. Et c'est là-dessus que le gouvernement s'est fondé, que le ministre de la Santé s'est fondé pour cette politique de test. Il a été décidé de tester les personnes symptomatiques, puisque effectivement, vous l'avez vous-même mentionné, il faudrait être testé tous les jours si on veut être sûr de sa non-positivité. Donc c'est le choix qui a été fait. Et un choix d'ailleurs qui a porté ses fruits quand on voit au début de l'épidémie, c'est le test et la recherche, parce que tout est lié. On appelle ça le triptyque, test, tracing et isolement. C'est-à-dire que les personnes symptomatiques, qui présentent donc un certain nombre de problèmes, s'adressent à leur médecin traitant. Le médecin traitant identifie les cas contacts pour éviter justement les clusters, c'est bien ça l'idée. Les cas contacts sont ensuite alertés par l'assurance maladie qui a des moyens considérables. Il y a 200 personnes qui sont mobilisées pour effectuer ces cas contacts. Et ensuite, c'est là qu'on intervient avec nos partenaires pour isoler les personnes, bien sûr, symptomatiques et leurs contacts, qui ne le sont pas forcément. Donc des règles de prudence, de précaution. Et les personnes sont soit isolées à domicile, si c'est possible, et si elles ne sont pas isolées à domicile, elles sont isolées dans une structure, et nous sommes en ordre de marche, j'allais dire presque en ordre de bataille, puisqu'il faut le combattre, ce virus, à partir de demain, pour mettre en place ce triptyque test. Il y a une cartographie départementale, chaque personne symptomatique va voir son médecin, et ensuite le prélèvement se passe bien sûr dans le lieu le plus proche de la personne, et recherche de cas contacts pour éviter qu'il y ait un cluster.
et isolement qui relève donc de notre responsabilité, avec l'appui encore des collectivités pour aider les personnes qui seront donc isolées pendant 7 jours ou 14 jours selon la situation de santé de la personne. Voilà, donc c'est ce triptyque qui a été choisi par le gouvernement pour accompagner la politique de confinement. Et on verra donc dans 15 jours si cette politique de prévention, parce que là c'est vraiment une politique de prévention et de recherche, comme ça a été fait en Haute-Savoie au début, et qui a porté ses fruits. Après, ce qui n'a pas marché, c'est qu'on s'est retrouvé face à un rassemblement où il y avait 3000 personnes. Et 3000 personnes, c'est beaucoup plus difficile, voire quasiment impossible, d'aller faire une recherche de cas contacts. Là, on est vraiment dans l'amont, dans la prévention, pour pouvoir effectivement plutôt être dans le modèle de la Haute-Savoie qui a pu se gérer plutôt de manière très très satisfaisante. Et on voit que ça marche parce que dans un autre cluster qui est apparu hier en Dordogne, dans la région Grande Aquitaine, ce malheureux problème de deuil familial qui s'est à l'issue transformé dans une réception qu'on a été largement au-delà du nombre autorisé de 10 personnes, 30 c'était à peu près. Et donc ces personnes ont toutes été décelées, testées hier et donc on s'aperçoit que cette politique fonctionne. Pour évaluer ces résultats, il va falloir attendre, bien entendu, un petit peu. C'est l'illustration parfaite. Oui. Vous voyez, mais ça veut dire aussi qu'il faut être très réactif. Il faut être extrêmement réactif et tout de suite repérer ce qui pourrait être le début d'un cluster. Et effectivement, l'exemple que vous donnez, c'est vraiment l'exemple qui montre que ce triptyque, il peut marcher. Les gens relevaient ils nous écoutent avec attention, ils vous écoutent avec attention. Ils ont relevé votre parole tout à l'heure sur les grandes surfaces ou les commerces qui étaient, vous n'avez pas dit comme ça, mais c'était traduit comme ça, un nid à virus, c'est-à-dire un endroit où ça circule beaucoup. Et donc on nous dit, mais alors si c'est vrai, pourquoi ne pas réouvrir les marchés alimentaires ? Les marchés sont réouverts à compter de demain. Sans exception. Sans exception, mais je voudrais souligner à cet égard, puisque cette information, on l'a donnée il y a 10 jours. Alors, visiblement, elle n'a pas été entendue, puisque cela avait été un sujet de débat avec la ville, avec le président de l'Eurométropole de Strasbourg, qui est en charge des marchés. Une discussion, oui, très vive même parfois, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir aussi de l'incompréhension, mais on a fait un travail très approfondi sur les mesures barrières. Et il avait été demandé par M. Herman en particulier qu'on puisse annoncer suffisamment tôt aux producteurs qui viennent justement sur ces marchés pour qu'ils se préparent. Et donc, ça fait à peu près 10 jours qu'on a annoncé que les marchés de Strasbourg seraient réouverts dans des conditions qui avaient été préparées par la ville de Strasbourg. Et l'Association des maires. Et l'Association des maires, avec qui j'ai signé un protocole pour aider les organisateurs de marchés. Donc ce protocole est extrêmement précis. Il y a même un plan pour expliquer. Pour organiser les plans de circulation. Voilà, pour éviter que les gens se croisent, etc. Et donc, demain, moi, je considère que les marchés peuvent réouvrir. D'abord, c'est la règle générale. La fermeture sera l'exception, contrairement à la logique qui précédait. Et il me semble que les personnes peuvent, en toute sécurité, retourner sur les marchés parce qu'on a profité de ce temps de fermeture pour travailler vraiment de manière très, très approfondie sur les mesures barrières. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Juste un mot là-dessus pour dire qu'on discute encore avec les organisateurs de marchés non sédentaires, puisque les mesures qui sont arrêtées... On a eu la question d'ailleurs. Il faut prendre beaucoup d'espace. Donc on arrive à placer tous les marchés alimentaires à les rouvrir, sauf un où nous allons encore cet après-midi discuter avec l'ensemble des organisateurs, c'est la place de Zurich, parce que le nombre de marchands liés aux mesures nécessaires d'espace entre les stands fait qu'on n'arrive pas à installer la totalité des stands alimentaires. Mais c'est purement technique, ça n'a rien d'administratif ni de réglementaire. C'est pour la santé des gens, je veux dire qu'il y a des choses qu'il faut qu'on organise, et là on a une difficulté. Et on discute également cet après-midi de l'implantation des marchés non sédentaires, non alimentaires, puisqu'évidemment l'espace ne permet pas de tout installer,
Et c'est donc une négociation qu'on aura toute l'après-midi avec les syndicats et associations de représentants de commerçants. J'ai bon espoir qu'on y arrive et que, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, la totalité des marchés non sédentaires soient ouverts, y compris non alimentaires. Tout en respectant les règles qui seront reprécisées sur place, bien entendu. Du coup, moi, ça me fait penser, j'ai entendu dire, mais peut-être aussi là, pardon, si je suis journaliste pris en flagrant délit de ne pas suivre l'actualité, autant pour moi, mais pendant un moment, il était question que des grands centres commerciaux, au-delà d'une certaine superficie, dont j'ai oublié, 40 000 m², je crois. C'est ça. Voilà. Et du coup, le centre commercial Place des Halles était très inquiet. Nous avons vérifié les règles, puisqu'il y avait cette condition-là, et également la zone de chalandise, par rapport effectivement au brassage de population que ces surfaces commerciales pouvaient engendrer. Donc on ne se trouve pas dans cette situation d'interdiction, néanmoins on sera très très attentif aux mesures barrières, et je pense d'ailleurs me rendre cette semaine dans ce type de surface commerciale pour échanger avec les responsables et voir in situ comment la réflexion s'est faite pour vraiment répondre à ces conditions sanitaires. En tout cas, demain, ce centre commercial Place des Halles sera ouvert demain matin. Tout à fait. D'accord. Et puis, il y a une question qui tombe là aussi, c'est fou ça. C'est pas fou, non, simplement, c'est qu'on n'y pense pas toujours. Madame la préfète, vous dites, je vous la livre telle qu'elle tombe, hein. Madame la préfète, vous dites que le sport individuel de loisir est accessible. Or, à l'heure actuelle, la pêche reste interdite. Pour quelle raison ? Là, on est encore en période de confinement. Oui, enfin, à partir de demain, selon cette personne, on ne pourra pas aller à la pêche. Après, ça dépendra où on va à la pêche aussi, puisqu'il n'a échappé à personne que les plages et les lacs sont fermés. Oui. Donc nous, on n'a pas de plage, semble-t-il, mais on a des lacs. Et donc, en zone rouge, on ne va pas l'autoriser. Donc, la pêche, je ne sais pas où elle se fait, je ne connais pas le cas précis, mais bon, effectivement, je ne vois pas peut-être pourquoi au niveau d'une pêcheur, rivière. Au niveau d'une rivière, peut-être. Au niveau d'une rivière, je ne vois pas pourquoi on interdirait. Enfin, je veux dire, les règles barrières, là. Bon, voilà, ça dépend toujours du contexte, mais je crois que. Il faut surtout s'attacher à l'esprit de ce qu'on veut faire. Et évidemment, la pêche, c'est plutôt une activité individuelle qu'on pratique en plein air. Voilà, donc pour ma part, je ne vois pas trop de problème par rapport à cette activité individuelle. On vient de dépasser les 45 minutes, mais on va prendre un petit peu de temps parce que... Ah, il n'y a pas de souci, j'ai tout le temps. de toute façon, je veux dire, s'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, parce que effectivement, j'entends bien qu'il puisse y avoir beaucoup de sujets et des situations très, très concrètes. Les questions pourront continuer à être posées et on pourra y répondre. Oui, je crois qu'il est prévu d'ailleurs qu'on donne une adresse, un site internet relatif à la préfecture pour que... Et nous, on vous communiquera en tout cas toutes les questions, la liste, comme on l'a fait hier d'ailleurs avec la rectrice, parce que forcément, il y en a tellement que... Mais c'est normal. Dans le délai qui nous est imparti, on ne peut pas. Il y en a quelques-unes qui sont importantes, en tout cas qui sont posées de façon très nombreuse. Quand pourrons-nous, ça vous avez déjà entendu 1000 fois, quand pourrons-nous retourner dans les cafés et les restaurants et dans quelles conditions? Il y a vraiment une hâte là maintenant. Oui. Et ce n'est pas seulement une hâte, je dirais, gastronomique, de fin gourmet, c'est aussi sûrement une hâte d'être avec 2 ou 3 amis en convivialité, parce que ça manque. Hein. Ça, je le comprends tout à fait. Donc là, la situation sera réexaminée début juin. Il y a un sujet aussi d'ordre économique. Il y a le sujet aussi difficile de trouver le bon modèle économique pour appliquer néanmoins les gestes barrières. Et c'est vrai que diviser par 2 son nombre de couverts, c'est pas forcément simple pour le responsable d'un restaurant, par exemple. Donc là aussi, il faut se donner ce temps pour réfléchir. Il y aura des rencontres au niveau national et un plan de soutien. Vous savez que le gouvernement a essayé de s'adapter au fur et à mesure pour venir en aide donc à l'économie.
Et il n'aura échappé à personne que c'est l'État qui assure à travers ces différentes mesures, notamment l'activité partielle, la prise en charge d'un salaire sur 2. Il faut l'avoir en tête. Et donc c'est normal pour éviter d'avoir un réveil trop douloureux avec quelques mesures phares. Je pense par exemple à l'activité partielle qui permet dans une entreprise de garder ses compétences et d'être en capacité de redémarrer demain, par exemple, pour celles qui sont autorisées. Donc il y a vraiment un plan de soutien à l'économie qui est très très important, mais ça c'est le sujet d'un prochain Facebook Live. On l'a passé, mais on l'a passé avec Jean-Luc Aymurger, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Je suis en train même de me demander si on ne faudrait pas en faire spécialement un sur la restauration, mais ça c'est un autre débat. On va parler aussi des artisans jeudi prochain, je vais le signaler tout à l'heure. Mais il y a une vraie détresse économique dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Une vraie détresse économique qui fait peur, qui noue le ventre des restaurateurs. Je pense que nous tous, on peut, quels que nous soyons, en témoigner. Alors, on a un dialogue très fort avec les acteurs économiques, avec le président de l'UMI, puisque vous savez qu'on a, moi je suis à la fois préfète de département et préfète de région, donc j'essaie effectivement de jouer sur ces deux niveaux pour amplifier l'action de développement économique et de soutien à l'économie, donc avec le président du conseil régional quand c'est le niveau régional, et au niveau départemental c'est plutôt mon secrétaire général qui, avec ses équipes, a gardé un lien quotidien. Le président de l'Eurométropole peut en témoigner puisqu'il assistait aussi à ces réunions, un lien quotidien avec ces acteurs économiques. Sur l'hôtellerie, c'est un peu plus simple que sur la restauration. Alors certains ont su aussi s'adapter avec des modes de distribution un peu innovants, mais on est vraiment à l'écoute au quotidien de cette profession, et on le sera encore après, puisqu'effectivement on a tout un panel de mesures qui ne sont pas toujours connues, mais ce dialogue de confiance et d'espoir aussi, puisqu'il faut qu'on redonne espoir aux gens, mais dire à chacun qu'il est aussi responsable de son destin. Si on veut pouvoir se retrouver dans cet art de vivre à la française, il faut qu'on fasse encore des efforts. On a encore quelques semaines, mais peut-être plus d'efforts à faire, et surtout se dire, et c'est difficile de se dire ça, que le 11 mai, il ne sera pas très différent du 10 mai, et qu'on ne vivra pas comme avant. On ne vivra pas comme avant. La solidarité a été le maître mot de la gestion de la crise, notamment en phase aiguë. Et la solidarité, elle doit rester aussi le maître mot dans la phase de déconfinement. Ce sont vraiment des messages très forts que je veux aussi laisser à nos internautes et leur dire qu'ils peuvent nous aider. Qu'ils peuvent nous aider dans cette phase, et je comprends qu'ils aient envie, moi aussi j'ai envie de retourner dans des lieux comme ça qui sont si agréables, notamment à Strasbourg. J'ai eu l'occasion aussi de les fréquenter avant la phase de confinement, mais c'est encore un effort supplémentaire qui est demandé à chacun d'entre nous. On n'a pas beaucoup de temps. Une question beaucoup revenue. Pourrons-nous partir en vacances à plus de 100 km de chez nous, éventuellement à l'étranger? Alors, pour le moment, il faut oublier les vacances, puisqu'il y a la règle des 100 km, ça va de soi. Mais au mois de juillet, au mois d'août? Alors ça, je suis totalement dans l'incapacité de le dire, puisqu'on ne sait pas comment évoluera l'épidémie. Je pense qu'il faut plutôt imaginer des vacances en France d'abord, puisqu'il faudra aussi soutenir l'économie française. Ce n'est pas du repli sur soi, mais c'est important aussi que chacun, dans sa façon d'être acteur de ses vacances, ait en tête aussi ce soutien qu'il faudra apporter
dans les semaines et dans les mois qui viennent à l'économie française. Oui, mais on peut apporter tout son soutien à l'économie française, c'est même souhaitable, mais vouloir aussi partir en vacances au-delà de sa région Grand Est. Donc si je veux aller en Corse, où vous étiez par exemple il y a encore peu de temps, est-ce que ce sera possible ? Ah, ça, je suis totalement incapable de le dire à ce stade. Et c'est vrai que c'est une île qui mérite bien son nom, l'île de beauté. D'accord, très bien. Mais l'Alsace, c'est aussi très beau. Le Grand Est, c'est aussi très beau. Il y a d'autres charmes, des belles forêts, des lacs. Une capitale européenne qui est extraordinaire, une ville où il fait bon vivre. Deux questions posées par les internautes et une question un peu plus personnelle que je vais vous poser pour conclure ce Facebook Live. La première des questions, là vous allez nous dire aussi bien entendu que c'est compliqué pour vous d'y répondre. Madame la préfète, avez-vous déjà une idée de ce que devrait être le marché de Noël qui débute fin novembre ? En l'état actuel de la crise sanitaire, aura-t-il lieu ? Alors ça, je suis là aussi dans l'incapacité de répondre. J'espère qu'il aura lieu, certainement dans des conditions différentes, ça je crois que je peux le dire dès aujourd'hui. J'espère qu'il aura lieu puisque c'est aussi l'image de Strasbourg, c'est l'image de la capitale européenne, c'est aussi l'image de la fête familiale qui est très très importante et de la beauté de la ville aussi. Voilà, donc j'espère qu'il aura lieu. C'est ce que je peux vous dire à ce stade, mais sûrement pas dans les mêmes conditions qu'avant. Ce qui va faire en sorte que vous ayez beaucoup de travail quand même à l'approche des fêtes de fin d'année s'il a lieu. Hein. Vous en êtes consciente de ça ? Nous avions déjà engagé un groupe de travail là-dessus pour assurer la sécurité, mais bon, on a l'habitude aussi à Strasbourg de gérer ce marché. Dernière des questions posées par les internautes, est-ce que vous allez donner des consignes, est-ce que vous avez ou vous allez donner des consignes assez précises à la police nationale au début du déconfinement, c'est-à-dire à partir de demain? Ça veut dire peut-être, j'imagine, en tout cas c'est pas marqué, mais une période de tolérance pour essayer de faire en sorte que ça s'articule. Est-ce qu'il y a des consignes particulières que vous allez donner? La consigne, c'est d'accompagner le déconfinement, d'accompagner notamment les opérateurs de transport et puis de continuer à assurer la sécurité de nos concitoyens. C'est une mission, là aussi, de protection qu'il faut faire en étant en accompagnement. Les forces de l'ordre, je pense à la gendarmerie, a été notamment en accompagnement pour des tâches logistiques, pour des distributions de masques par exemple. Donc les forces de l'ordre sont avant tout des forces qui protègent. Alors la dernière question plus personnelle, c'était, je me plais à vous la poser parce que d'abord il y a premièrement qui l'a dit, nous avons une préfète qui s'exprime de façon très classe et de façon simple et compréhensible pour tous. Bravo, 3 points d'exclamation. Ça c'est la réflexion de l'internaute que je vous livre. Donc vous avez passé le test haut la main, je dirais, de ce Facebook Live, mais blague à part. Vous avez été formé dans une école des hautes études administratives en France. Il y a aussi les gens qui, par rapport à votre corporation, sortent de l'ENA. Bref, peu importe la filière qu'on ait empruntée, j'imagine que vous avez été formé à la gestion de crise, comme on dit, à la gestion des catastrophes, etc. Mais aviez-vous pensé, un jour, vous confronter à cette catastrophe qui est totalement inédite pour nous, hein, même si on a vu ça dans des films, etc. Avez-vous pensé, imaginer dans votre fort intérieur une seule fois ça? Et qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même et sur l'espèce humaine, je dirais, avec ces 2 ou 3 mois que vous venez de passer aux commandes et directement là aux commandes des responsabilités, aux commandes en responsabilité? Qu'est-ce que vous avez appris? Alors d'abord, j'ai une double culture. J'ai une culture des collectivités locales, puisque j'ai passé 14 ans dans un conseil général à l'époque. Oui. Donc je connais parfaitement le travail avec les élus. Et dans ma carrière préfectorale, j'ai eu à gérer énormément de crises. Mais je n'ai jamais eu à gérer une crise autant long. On est dans une crise inédite. Une crise qui est violente, y compris à titre personnel. Moi, j'ai ressenti douloureusement tous ces décès. On ne s'attendait pas au début de la crise à avoir autant de morts. J'ai eu aussi beaucoup même d'émotions par rapport aux personnes âgées, à tous ces décès dans les EHPAD. J'ai pu mesurer aussi
j'allais dire, la force de l'action publique. La force de l'action publique. J'ai découvert et compris dans mes équipes des personnes avec une créativité inédite. Puisque cette crise, pour moi, c'est une aventure humaine extraordinaire. Vraiment une aventure humaine extraordinaire. J'ai découvert des gens merveilleux, avec des potentiels qu'on n'aurait pas pu imaginer. Quand je vois par exemple le sous-sol de la préfecture qui s'est transformé en entreprise logistique, parce qu'on y fait du conditionnement de gel, on y fait des distributions de masques, on a essayé de dépanner à bas bruit, par exemple des chirurgiens dentistes, des opérateurs funéraires, etc. On a une administration dont je suis très fière, une administration d'État qui a été exemplaire, qui n'a pas compté son temps. Il y a des personnes qui ont fait 100 km par jour pour venir travailler parce que ces personnes avaient le sentiment d'être utiles. Et donc cette crise qui n'est pas finie, qui est une crise au temps long, moi, m'aura énormément appris, y compris sur moi. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir ne plus rencontrer ma famille pendant aussi longtemps, puisque je vous ai dit, je suis préfète, mais je suis aussi mère et grand-mère. Je suis moi aussi confinée. Vous savez que les préfets sont assignés à résidence. Et donc, je peux comprendre la souffrance des personnes qui ont été confinées, puisque moi-même, ne pas voir mes petits-enfants depuis début février, c'est extrêmement difficile. Donc, je peux comprendre les gens, mais j'allais dire que cette expérience m'a redonné foi dans la nature humaine. Merci Josiane Chevalier de tous ces propos, merci pour votre présence ce matin, merci à vous Robert Herrmann d'avoir initié et permis ces choses-là. Vous voulez conclure peut-être? Non, juste un mot pour dire, et je pense qu'on partagera ce mot-là, le 11, ça dépend de chacun, et ça n'est pas, les services publics font tout ce qu'ils peuvent, mais il faut que chacun soit responsable. Sinon, on n'arrivera pas à réussir cette phase de déconfinement. C'est vraiment dans les comportements individuels qu'on doit faire des efforts. Après ce Facebook Live de ce matin, exceptionnellement suivi, m'a tendu à plusieurs reprises dans l'oreillette, on a battu les records d'audience sur ce Facebook-là. Nous en aurons un 6e exceptionnel, puisqu'il était décidé de programmer, ce sera pour jeudi prochain, jeudi 14 mai à 18h30. Nous aurons une nouvelle émission consacrée à la thématique de l'artisanat. Et sur le plateau sera invité Jean-Luc Hoffmann, qui est le nouveau président de la Chambre des métiers d'Alsace et qui a succédé à notre ami le regretté Bernard Stalter. Voilà, merci d'avoir été présent avec nous ce dimanche matin en direct de l'Eurométropole pour ce Facebook Live. Merci à vous tous, bon dimanche et surtout à partir de demain, restez prudents, quoi qu'il en soit, avec tous les gestes barrières et tout, lors du déconfinement. À bientôt.